Dans l'actualité des idées aujourd'hui, la France vue du Canada avec le sociologue Mathieu Bock-Côté, chargé de cours à l'EHE, non quoi, HES, HEC Montréal, visiblement. HEC, tout simplement, à HEC Montréal, pardon, chroniqueur au Journal de Montréal et à différents magazines français. La droite vous adore, il participe à la fertilité du débat, dit de vous Laurent Wauquiez. Il a une fraîcheur de pensée pour Guillaume Pelletier qui loue votre parole non aseptisée. Tendance gaulliste dont vous appréciez le conservatisme romantique. Mathieu Bock-Côté s'inscrit aussi dans la filiation de Raymond Aron, auteur en 2016 du multiculturalisme comme religion politique aux éditions du CERF et en 2017 du Nouveau Régime, essai sur les enjeux démocratiques actuels chez Boréal. Vous vous montrez régulièrement critique aussi envers le système, l'ordre, dites-vous, médiatique, pathologiquement de gauche. Alors ça pourrait aussi jouer et compter pour nous, sauf que nous sommes le temple qui accueille la maison. Alain Finkielkraut qui nous mettra peut-être un petit peu à part dans votre galaxie médiatique ici à France Culture. Vous avez le droit d'être sévère avec nous néanmoins. Ah, mais pour lequel j'ai le plus grand estime Alain Finkielkraut, il n'y a aucun doute là-dessus. Et Brice Couturier, et Jean-Noël Jeannet pour son émission Concordance des temps, et tant d'autres émissions que j'écoute religieusement de mon côté de l'Atlantique. Bref, bonjour à vous. Bonjour. Mathieu Bock-Côté, vous êtes ici chez vous. Quels sont les points communs entre le Canada de Justin Trudeau et la France d'Emmanuel Macron ? Peut-être moins qu'on le pense. C'est-à-dire, il y a certainement entre Justin Trudeau et Emmanuel Macron, appelons ça le créneau communément partagé de la mondialisation heureuse, du progressisme revendiqué, le sentiment d'être en accord avec son époque plutôt que cette espèce de malaise qui traverse l'époque, qui s'exprime notamment par le conservatisme aujourd'hui. Cela dit, il y a une différence de fond, me semble-t-il, entre d'un côté le président Macron qui ressemble assez peu au candidat Macron, me semble-t-il, qui a décidé d'occuper la verticalité de la fonction présidentielle française, qui porte une attention tout à fait singulière à la symbolique particulière des institutions et de la culture en France, qui témoigne d'une culture immense. Ensuite, on peut avoir des désaccords de fond avec lui, mais nous sommes quand même devant un homme politique d'exception dans la galaxie politique contemporaine, alors que Justin Trudeau est une incarnation caricaturale à certains égards d'un multiculturalisme extrême à la canadienne, un homme politique sans trop de substance, il faut bien le dire, un homme qui n'existerait pas s'il n'avait pas son nom de famille, il n'y serait jamais parvenu par lui-même, disons ça comme ça. Donc la différence entre les deux me semble plus marquante que la ressemblance, quoi qu'on en dise ces temps-ci. D'accord, et parmi les deux, est-ce que vous en voyez un que vous qualifieriez de progressiste ? Je crois que les deux le sont à leur manière si on y tient sur le plan philosophique, c'est-à-dire Justin Trudeau est assurément un progressiste au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire il adhère à l'idéal diversitaire, il est favorable à la judiciarisation du politique. Pour lui, les frontières sont des réalités appelées tôt ou tard assez faciles d'une manière ou de l'autre, bien qu'il fasse l'expérience ces jours-ci de ce que peut être aussi un conflit commercial. Mais on est dans une vision, appelons ça de la mondialisation heureuse, pour reprendre la formule de tantôt. Emmanuel Macron est certainement un progressiste, mais je me permettrai cette formule, tout comme on disait un temps qu'il y avait de droite, certes, mais de droite intelligent, eh bien je dirais progressiste, certes, mais progressiste intelligent. C'est-à-dire, ce qui singularise, me semble-t-il, la présidence d'Emmanuel Macron jusqu'à présent, c'est qu'il a compris qu'il avait besoin, pour porter son projet, d'assumer une part du conservatisme qui circule en France depuis un temps. On le voit surtout, me semble-t-il, je l'ai évoqué, avec le rapport aux institutions et aussi avec ce que j'ai appelé la stratégie Blanquer en éducation, où il cherche à traduire les aspirations de plusieurs, à restaurer, non pas l'école d'hier, mais l'école de toujours. On recevait vendredi dernier, ici, autour de cette grande table, l'historien Olivier Dard pour son dictionnaire du conservatisme. Alors, je veux bien, avant de laisser la parole à Antoine Mercier, votre définition du conservatisme 2018. Il nous disait, le conservatisme, aujourd'hui, c'est encore conservé, mais pas que, il faut aller au-delà. Qu'est-ce que vous mettez dedans, vous, dans ce courant conservateur nouveau ? Le conservatisme, tel que je l'entends, ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler une pensée anti-moderne. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de congédier la modernité, mais de contenir les aspects les plus désocialisants de la modernité, civiliser la modernité, pour le dire ainsi. Rappelez que dans cette époque du flux, dans cette époque qui a tendance à pousser l'individualisation jusqu'à quelquefois une dimension extrême, rappelez les permanences anthropologiques, les permanences culturelles, la nécessité de la verticalité, on l'a évoqué, la nécessité de l'appartenance. Autrement dit, pour moi, le conservatisme est une philosophie de l'appartenance. C'est-à-dire que l'individu, c'est un peu la promesse des années 90. On se dit, l'individu détaché de sa culture, de son histoire, de sa citoyenneté, de sa langue, de sa religion, qu'en sais-je, sera absolument libre et pourra véritablement circuler dans le monde mondialisé. Et le conservatisme rappelle, me semble-t-il, à tout le moins c'est ainsi que je le comprends, que l'individu a besoin de ces médiations que sont la patrie, la culture, l'histoire, la mémoire, pour s'inscrire dans le temps sans
quoi il ne sera pas absolument libre, mais absolument nu. Et de ce point de vue, c'est un rappel de la diversité du monde. C'est cette idée qu'on accède véritablement à l'humanité que par la médiation d'une culture, d'une communauté politique, qu'on s'inscrit dans le temps long et qu'on refuse cette idée justement de la table rase qui hante la modernité pour le pire. Donc je crois que le conservatisme tel que je l'entends ne se présente pas comme un programme politique immédiatement utilisable, mais plutôt comme un rapport à la modernité. La patrie ou la nation? Je pense que les deux termes, à certains égards, sont interchangeables, c'est-à-dire la nation comme communauté politique. Il y a peut-être une dimension plus affective dans le mot patrie, mais pour moi, ces termes-là, finalement, se recoupent, c'est-à-dire c'est une communauté politique d'appartenance qui s'inscrit dans l'histoire et à laquelle la participation est globalement positive. Antoine Mercier. Oui, est-ce que vous pensez que le terme, puisque vous êtes Canadien, Québécois, le terme souveraineté, souverainisme, est un terme clé pour comprendre le conservatisme, c'est-à-dire on revient précisément à quelque chose qui fabriquerait des limites, des passages, des différenciations, etc. dans le monde et pas uniquement un grand mélange. Alors, vous savez, au Québec, on a des termes un peu interchangeables pour ça, c'est-à-dire on a indépendantiste, mais ça dit quelque chose de plus, c'est-à-dire c'est vouloir qu'une nouvelle nation naisse au monde. On pourrait dire, il y a le cas des Catalans, il y a d'autres cas. Donc l'indépendantisme, c'est cette idée on doit constituer une nouvelle nation dans le monde. Le souverainisme, ça veut aussi dire ça chez nous, mais le terme a une autre signification en Europe. Il a été importé ici d'une autre manière. Donc, c'est cette idée de défendre la nation comme communauté politique de base. Tout dépend de ce qu'on entend par ce terme en France, parce que je crois qu'il y en a des utilisations très variées. Si par souverainisme, on entend tout refus de l'organisation politique de l'Europe, tout le refus de prendre en compte politiquement l'Europe comme civilisation qui doit se constituer d'une manière ou de l'autre, je crois qu'il y a bien peu de souverainistes ultra en ce sens-là. Si on veut dire par là que la nation demeure l'unité politique de base, que l'Europe a inventé une forme politique qui est l'État-nation, eh bien, si c'est ce qu'on entend par là, eh bien, je pense que plusieurs sont souverainistes, même s'ils ne revendiquent pas l'étiquette. Ensuite, les Britanniques nous ont rappelé qu'on peut être souverainiste de manière tout à fait classique en notre temps avec le Brexit, bien que ça prenne un certain temps à aboutir. Et finalement, vous parliez d'Emmanuel Macron et de son caractère un peu plus complexe que Justin Trudeau. Selon vous, parce qu'il introduit ou il réintroduit, indépendamment de la principe d'adaptation à la situation économique et sociale, il réintroduit cette verticalité relative aux symboles, aux institutions. Ça change quoi d'avoir ce rappel institutionnel finalement dans le réel, dans l'adaptation? Mais l'homme est un être symbolique, l'homme est un animal symbolique. L'homme a besoin de s'inscrire justement dans la grande erreur, je dirais, des libéraux et des marxistes, pour le dire ainsi, c'est de considérer généralement que la vérité de l'homme est dans le matérialisme le plus abrupt, le plus économique quelquefois, et ensuite la culture, c'est d'une certaine manière, c'est une forme de dédoublement symbolique secondaire, donc on jouerait pour animer les masses d'une manière ou de l'autre. Je ne crois pas, je crois que le domaine du symbolique est ce qui permet finalement de singulariser une communauté politique, de l'inscrire justement dans le temps long, c'est ce qui permet à un peuple de dire nous à travers le passage des siècles, à travers le passage des décennies, et ça permet de comprendre la psychologie singulière de chaque collectivité nationale. Une chose à laquelle je reviens toujours, c'est qu'évidemment, il y a une telle chose que les droits de l'homme. Personne ne le conteste. Mais cela dit, les Français ne sont pas des Allemands, les Suédois ne sont pas des Norvégiens, les Russes ne sont pas des Ukrainiens, les Québécois ne sont pas des Canadiens. Alors, autrement dit, je pense qu'il faut rappeler justement qu'on doit tenir compte de la singularité des appartenances, et de ce point de vue, je crois qu'Emmanuel Macron, à qui on peut encore une fois faire des critiques, mais il a compris que la France avait, je pense, un besoin qu'on tienne compte de la configuration particulière de son imaginaire, et c'est ce qu'il fait. La question de savoir, et je pense qu'à droite, les questions se posent aujourd'hui un peu comme ça, est-ce qu'il ne s'agit finalement que de mots, ou est-ce qu'il peut y avoir une traduction politique ensuite de cette prise en charge de l'imaginaire français? Il est assez conservateur pour vous, en gros. Mais je ne sais pas s'il a donné le label. Je constate simplement qu'il tient compte de l'aspiration conservatrice. Ensuite, reste à voir lorsque des questions plus difficiles vont survenir, lorsqu'il ne s'agira pas simplement de mettre en mots, mais de mettre en politique. Là, on verra. Mais ce qui est certain, c'est que je pense que quand on pense à la droite et sa critique de Macron, elle fait erreur lorsqu'elle critique le président comme s'il était le candidat. Ça me semble être une erreur de perspective et une erreur de stratégie. En quoi l'école, puisque vous l'avez cité, et notamment la politique menée aujourd'hui par Jean-Michel Blanquer, est un marqueur c'est fondamental. C'est-à-dire, après des décennies de déconstruction pédagogiste, on a quand même payé le prix. Et vous, particulièrement, mais nous plus encore, si je peux me permettre, ce qui fait qu'on regarde quand même ce qui se passe avec Blanquer avec un certain intérêt de mon côté de l'Atlantique. Voilà quelqu'un qui rappelle, c'est une belle formule de Finkielkraut qui sur ses ondes, donc je peux me permettre de citer. Vous êtes dans son studio. Hein. Oui, j'en suis très heureux. Alors qu'il dit, on ne pense pas par soi-même de soi-même. Finkielkraut disait ça dans son très beau livre, L'ingratitude.
Et dans ce livre, il nous rappelait une chose essentielle, c'est par le détour des œuvres, le détour de la culture, le détour des œuvres qui civilisent, le détour des œuvres qui, d'une certaine manière, permettent de transformer notre rapport au monde, de le symboliser, justement, de nous mettre en contact avec des œuvres qui font penser. Je pense que c'est ce que je vois au cœur de la philosophie éducative de Jean-Michel Blanquer. Ensuite, il y a toute une série de propositions qui concernent la vie politique française en particulier, mais dans la conception de l'éducation qui nous est proposée, j'y vois une rupture avec la déconstruction pédagogiste qui poussait finalement l'individu, l'enfant, à construire lui-même son propre savoir au nom du refus de toute forme d'autorité qui serait nécessairement oppression. Ça, je crois que c'est un élément central du conservatisme dans la modernité, ce refus de la table rase, cette idée justement qu'il faut s'inscrire dans une logique de transmission. Dans la transmission, n'est pas la reproduction du même, c'est-à-dire on ressaisit des œuvres, on ressaisit des intuitions, on les traduit ensuite dans une époque nouvelle. Mais me semble-t-il que le passage par les œuvres, la restauration de cette idée de la culture comme élément civilisateur, pour moi, c'est absolument capital. Il y a aussi les neurosciences. Est-ce qu'il y a du symbolique dans les neurosciences? Alors ça, je me suis toujours demandé si, chez Jean-Michel Blanquer, les neurosciences, c'est une manière de dire aux pédagogistes, je suis aussi scientifique que vous, donc s'agit-il simplement... Vous pensez que c'est un masque? Je me le demande, mais ce qui est certain, il en fait bon usage, c'est certain. Mais je ne sens pas, quant à moi, le besoin de parler le langage des neurosciences pour plaider pour la culture. C'est peut-être sa part progressiste au sens peut-être, sa part littéral du technicienne, terme. sa part scientiste, j'en sais rien, mais ce qui est certain, c'est qu'au total, sachant qu'on n'a jamais besoin d'être complètement d'accord avec quelqu'un pour en dire du bien, j'ai tendance à croire heureusement, oui, j'ai tendance à croire qu'il cherche à remettre l'école dans la bonne direction. Le Canada, société au modèle ou modèle de société multiculturaliste. La France n'est pas sur le même niveau sur ces questions-là encore que le Canada, direz-vous. Est-ce qu'on est quand même pas loin du village gaulois assiégé pour vous? Est-ce qu'il faut prendre garde? Est-ce que notre identité française, heureuse jusqu'à hier, malheureuse aujourd'hui pour certains, est en passe d'être menacée? Je crois qu'il y a deux choses là-dedans. Premièrement, il y a ce regard des anglo-saxons, disons ça très largement, par rapport à la France, qui ne voient pas la France comme un autre modèle, appelons ça, un autre type de nation, un autre type de civilisation, s'ils le font, un autre type d'organisation de la société, mais comme une forme de résidu archaïque appelé un jour à se délivrer de sa différence pour rejoindre enfin les codes de la modernité anglo-saxonne. Cette espèce de mépris qu'on retrouve dans la presse, qu'elle soit de gauche ou de droite, soit dit en passant, dans les pays anglophones, les pays anglo-saxons, je pense aux Britanniques, je pense au Canada anglais, je pense aux États-Unis en partie, qui ne comprennent pas la France parce qu'ils ne comprennent pas je pense, la conception de la nation qui caractérise l'Europe, qui ne comprennent pas la laïcité à la française, qui ne comprennent pas l'histoire propre du politique en France. Eh bien, j'ai l'impression que les anglo-saxons ne comprennent pas et plus encore aiment mépriser la France. Ils la traitent un peu comme une Union soviétique des minorités, comme le pays archaïque qui écraserait tout au nom d'une conception trop homogène du lien social. Quant à moi, la France porte un tout autre message. C'est justement dans cette espèce de... j'utilise une formule convenue, mais ce rouleau compresseur de la mondialisation, la France nous rappelle qu'il est possible d'organiser autrement la cité autour d'autres principes qui sont tout aussi fidèles à la démocratie libérale, à la modernité, mais qui traduisent autrement ses aspirations, justement dans le sens du commun, justement dans le sens de l'histoire, justement dans cette importance accordée aux politiques en France. Et je serais bien triste si les Français commençaient à se voir avec des yeux anglo-saxons. Ce ne serait pas pour eux-mêmes, me semble-t-il, un progrès. Et vous, Mathieu Bock-Côté, vous nous avez compris comment? En vous plongeant dans quel livre, quelle lecture? Vous savez, il y a une tradition francophile naturelle au Québec. Je répète que le Québec n'est pas le Canada, vous comprendrez ce que ça veut dire. C'est-à-dire, pour reprendre la formule du général de Gaulle, vive le Québec libre. Alors, la France appartient à l'univers mental des Québécois depuis toujours. D'abord, à la manière, je dirais, de ce qu'on a appelé autrefois la mère patrie. Aujourd'hui, on n'utilise plus ce terme-là, mais ça veut encore dire quelque chose. Aussi à la manière, quand on est Québécois, plongé en Amérique du Nord, petite nation francophone, qui chaque fois est remise en question dans son droit d'exister. On nous dit, mais vous êtes décalé, vous êtes inutile, pourquoi vous ne ralliez pas l'anglais, ça pourrait être terminé. Cette différence n'est-elle pas un ghetto dans lequel vous vous enfermez? C'est le discours qu'on tient aux Québécois depuis toujours. Eh bien, le fait de parler français, donc de nous projeter dans le monde, à partir de là, avec la France, qui est quand même non pas un pays parmi d'autres, mais une des grandes forces de civilisation, eh bien, c'est une manière pour nous, je crois, le rapport à la France, de nous universaliser, de nous projeter dans le monde. Et il y a un rapport intime, le rapport à la littérature, à la langue, le rapport politique, que je me permets de rappeler que quand les Québécois avaient un peu plus de colonne vertébrale et sont passés bien près de faire l'indépendance en 1995, nous avions l'appui assuré de la France. C'est important, les Catalans viennent de découvrir que quand on n'a pas l'appui d'un État étranger assez fort pour faire son indépendance, ça risque de mal virer. Les Québécois avaient l'appui de la France à ce moment-là, et les Québécois continuent aujourd'hui, même si la question de l'indépendance n'est plus sur la table pour l'instant, continuent de
d'avoir un privilège immense de cette amitié franco-québécoise. Donc ensuite, sur un plan personnel, que ce soit par, vous l'avez évoqué, Raymond Aron, le général de Gaulle, aujourd'hui Pierre Manant, Marcel Gauchet, Alain Finkielkraut, auparavant, on pourrait multiplier en littérature, on pourrait multiplier les références. Je pense que la France demeure non seulement un pays fascinant, mais un pôle de civilisation, et nous avons le privilège, par la communauté linguistique, de pouvoir y accéder directement. Antoine, il y a d'autres pôles de civilisation, et j'allais dire, finalement, Donald Trump aujourd'hui, est-ce qu'il ne reprend pas aussi une force de particularisme en faisant la guerre commerciale, enfin en recréant des barrières, par exemple? Pourquoi vous voyez toujours les choses d'une manière unilatérale? Je ne le vois pas de manière unilatérale, loin de là, mais je serais bien désolé si la seule alternative possible à Justin Trudeau, c'était Donald Trump. Récemment, on m'a demandé si l'alternative à Justin Trudeau, c'était pas Erdogan. Je dis non plus. Me semble-t-il que Donald Trump, on n'est pas obligé par ailleurs de le réduire à la caricature qu'il propose souvent de lui-même. Je pense qu'il y a deux choses à voir. Il y a Trump comme personnage. Ensuite, il y a les raisons pour lesquelles une bonne partie des électeurs américains se sont tournés vers lui dans une forme d'insurrection anti-système, sont emparés finalement du symbole Trump pour marquer un désaccord de fond avec les élites américaines. Donc, il y a tout ça. Cela dit, j'espère, quant à moi, que ce retour à la nation, cette importance accordée aux frontières, cette importance accordée à la transmission, peut trouver un autre visage que Donald Trump, à tout le moins, sans avoir besoin de le diaboliser. Je ne sens pas le besoin de l'applaudir. Alors, votre définition du multiculturalisme, c'est... Comment dire, un projet politique, déjà, on peut commencer avec ça pour essayer d'expliquer à ceux qui nous écoutent, qui vise à adapter sans cesse, plus encore, nos démocraties à cette découverte du pluralisme identitaire. Pour vous, en gros, aujourd'hui, c'est la société qui doit s'adapter à la diversité et plus le contraire. Et on est en train de voir nos sociétés se transformer dans un puzzle d'identité minoritaire. Hier, les institutions jouaient le rôle de garant de cette unité. Aujourd'hui, elles n'imposent plus d'identité commune. Elle se retrouve à gérer cette cohabitation de toutes ces identités. Avant d'en venir à la question migratoire qui fait encore débat aujourd'hui au lendemain des propos du nouveau ministre de l'Intérieur italien, mais qui le fait aussi en France, Mathieu Bocoté, je voulais comprendre quand, par exemple, Justin Trudeau, c'est l'actualité récente, honore ce week-end la fierté gay en hissant un drapeau multicolore sur la colline du Parlement. Ça, c'est du multiculturalisme? Non, faut pas tout mélanger. C'est-à-dire, à la rigueur, on peut y voir une manifestation de l'esprit diversitaire, c'est-à-dire tout classé sous le signe de la diversité. Mais le multiculturalisme, pour peu qu'on soit rigoureux dans la définition des termes, vous avez assez bien résumé ma pensée sur ça. Je le définis à travers ce que j'appelle l'inversion du devoir d'intégration. Donc, c'était traditionnellement la vocation du nouvel arrivant de prendre le pli de la communauté d'accueil, de la communauté nationale, d'apprendre à dire « nous » avec elle, de s'approprier son histoire, s'approprier sa mémoire. Et le multiculturalisme inverse cela, nous dit que c'est la société d'accueil qui doit s'adapter aux exigences de la diversité. Et dans cette logique, il faut l'ajouter, celle qui se voyait comme la nation d'accueil n'est plus désormais qu'une communauté parmi d'autres, qui ne dispose que d'un privilège démographique, qui doit pour cela éviter d'en abuser et qui doit peu à peu, je dirais, se replier des institutions. Donc, c'est une certaine idée. C'est comme si ce qu'on pourrait appeler traditionnellement la société d'accueil, qu'elle soit en France, au Québec, ailleurs, n'est plus qu'une composante de la société plurielle. Je pense que cette doctrine, dont le Canada est un peu le laboratoire institutionnel, mais qui est portée aussi par l'Europe et qui s'exprime ailleurs en Occident sous d'autres noms, ou quelquefois sous ce nom, c'est probablement la meilleure machine à provoquer des tensions sociales de plus en plus radicales dans nos sociétés, parce que ça vient disqualifier fondamentalement le droit de la nation à la continuité historique, ça brise la capacité d'intégration en ne poussant pas les nouveaux arrivants à s'intégrer, ça désagrège la possibilité d'un commun qui ne soit pas simplement juridique, donc un commun substantiel, un commun national, un commun culturel. Alors, je crois que le multiculturalisme, de ce point de vue, est une idéologie assez, tout à fait toxique et qui vient décomposer notre capacité justement à faire société, à faire nation. J'ajoute une toute petite chose, ce n'est pas une idéologie simplement flottante. Elle s'incarne aujourd'hui dans un discours historique, un discours sociologique, la sociologie victimaire, un discours historique, la tentation pénitentielle, un discours politique aussi, le rapport au droit. Est-ce que la démocratie consiste encore à assurer l'expression de la volonté populaire ou de la souveraineté populaire, ou est-ce que la souveraineté populaire n'est que tyrannie de la majorité? Donc prendre au sérieux le multiculturalisme, ce n'est pas simplement le combattre slogan contre slogan, mais c'est prendre au sérieux ce qu'on pourrait appeler l'imaginaire politique dominant de notre temps. Mais est-ce que l'assimilation
l'assimilation n'est pas tout aussi toxique, Je dans le sens où elle annule toutes les différences chez les individus. Il ne faut pas avoir une vision caricaturale, je crois, de l'assimilation. L'assimilation ne consistait pas à muséifier la nation dans un bloc homogène, à jamais inaltérable. Ça consistait simplement à dire quel était le pôle d'intégration, quel était le pôle d'assimilation. Ensuite, l'individu qui arrive dans une nation ne s'efface pas d'un coup. Une part de lui va la transformer au contact de la société d'accueil. Mais il y a néanmoins cette idée qu'il y a une forme d'adhésion explicite, non seulement à une société pensée comme un territoire simplement juridique et administratif, mais comme une communauté d'histoire dont on s'approprie les codes, les mœurs et surtout, plus encore, je le redis, l'imaginaire. Il faudrait peut-être savoir pourquoi, finalement, si on vous suit, ces nations occidentales ont renoncé, en quelque sorte, à imposer le principe d'intégration. Et pourquoi est-ce qu'il y a cet affaissement ? Et pour peut-être pouvoir éventuellement lutter contre. C'est une très très longue histoire. Si je la résume en quelques formules, évidemment le XXe siècle a été traumatique pour le monde occidental, sans le moindre doute. Et il y a eu la tentation de réduire l'Occident, appelons ça l'héritage occidental ou l'héritage des nations occidentales, à sa part la plus monstrueuse, qui s'est manifestée, il n'y a pas de doute là-dessus. Ensuite, il y a aussi, et c'est une mutation qui vient, on parle beaucoup de mai 68 ces jours-ci, une mutation de l'imaginaire politique dans les sociétés occidentales, où on a, d'une certaine manière, on en est venu à faire une révision hyper critique des modèles d'intégration, des modèles de citoyenneté que nous avions, et ce qui autrefois se pensait comme norme intégratrice, féconde, créative, qui permettait justement de fabriquer une nation en temps réel et en temps plein, eh bien, il y a eu cette idée que finalement, on a voulu décrypter ces communautés nationales comme autant des systèmes d'oppression. Et à partir du moment où on est convaincu que c'est un système d'oppression, si je le croyais, je voudrais le déconstruire, le système d'oppression. Donc la nation était pensée, une forme de chaîne d'équivalence. Nation égale nationalisme, égale xénophobie, égale racisme, et ainsi de suite. Alors, quand on entre dans cette chaîne d'équivalence, la nation ne résiste pas, sinon qu'à la manière d'une fiction identitaire au service d'une majorité démographique tyrannique. Je ne suis pas de ceux qui voient ainsi la nation, vous vous en doutez. Et est-ce que cette revanche de ceux que vous appelez les exclus va pas aussi dans le sens de l'histoire ? Le sens de l'histoire, vous savez, je ne sais pas exactement c'est quoi. Parce que le sens de l'histoire a pris tellement de sens différents au fil des derniers siècles, des dernières décennies, que j'aimerais savoir exactement, premièrement, qui est sur le comité qui décide quel est le sens de l'histoire. J'aimerais d'ailleurs y être invité, parce que si c'est le sens de l'histoire et je dois m'y plier alors ensuite... vous l'orienteriez comment ? J'aimerais bien y être intégré. Sinon, le sens de l'histoire, j'ai tendance à croire que l'histoire, elle est tragique, elle porte différents possibles, elle connaît de nombreux revirements. Prenez, j'y reviens, un exemple tout récent, le Brexit. On nous expliquait que la souveraineté nationale n'était plus dans le sens de l'histoire, que les Britanniques devaient, pour aller dans le sens de l'histoire, se rallier à la construction européenne telle qu'ils le faisaient depuis un temps, et les Britanniques ont décidé que le sens de l'histoire allait autrement. En ce moment, on nous dit, vous me permettrez de l'ajouter, aux indépendantistes québécois, que le sens de l'histoire n'est plus avec nous. Eh bien, notre responsabilité, toute simple là-dedans, consiste à travailler fort pour changer le sens de l'histoire. On nous a expliqué tout au long du 20e siècle que le communisme allait dans le sens de l'histoire. Et un jour, finalement, le mur est tombé, l'Union soviétique. Alors, vous savez, le sens de l'histoire, c'est une notion qui davantage vous relève pour moi de la rhétorique que de l'analyse politique. Ensuite, c'est de la bonne rhétorique, mais n'y voyons pas autre chose que de la rhétorique. Alors, l'État est-il complice de ce qui est en train de se passer à vos yeux, Mathieu Bock-Côté, ce multiculturalisme que vous présentez plus qu'une doctrine, comme une religion politique? Je vous propose d'écouter ici, en France, la parole du défenseur des droits, Jacques Toubon. Dans un pays comme la France, 67 millions d'habitants, le fait que nous ayons l'année dernière 100 000 demandeurs d'asile, et c'est-à-dire que nous soyons aujourd'hui en solde migratoire, par exemple, au même niveau qu'il y a 40 ans, par rapport à l'ensemble de la population. Donc, il n'y a pas du tout d'envahissement, il n'y a pas du tout de submersion, etc. Il faut qu'on prenne les choses froidement. Ce qui me paraît, moi, dans la politique qui est conduite quotidiennement, à Calais, à Paris ou ailleurs, c'est de faire du phénomène migratoire, qui est un phénomène essentiel dans le monde d'aujourd'hui, et qui se poursuivra pendant des dizaines et des dizaines d'années, de faire de ce phénomène migratoire un drame, un traumatisme, alors qu'on pourrait parfaitement le traiter de telle sorte, par l'accueil, par exemple, par l'hébergement. J'ai déjà dit, on ferait 10 centres, comme celui qui était à la porte de la Chapelle, ou celui qui est encore à Ivry aujourd'hui, pour les familles et les enfants. On pourrait, avec ces 10 centres, faire une politique d'accueil qui fasse que, aux yeux de la population, l'immigration n'apparaisse pas comme un problème
Alors ça, c'était avant cette nuit où le camp de la Chapelle a été évacué. Au-delà de ça, vous parliez du tragique de l'histoire, on pourrait parler aussi du tragique de l'actualité. Est-ce que vous pensez aussi, Mathieu Bock-Côté, que ce sont les politiques publiques actuellement qui font de cette question migratoire, que certains appellent problème, un drame aujourd'hui? Non, j'écoutais, comme vous, j'y vois un déni de réel absolument incroyable. C'est-à-dire, M. Toubon nous dit, il suffit de changer de regard sur la réalité pour que la réalité change. C'est la théorie des lunettes roses. Dans les faits, on le voit partout en Europe, et pas seulement en Europe d'ailleurs, ça frappe l'ensemble du monde occidental. L'immigration massive telle qu'elle est vécue est anxiogène. Pourquoi? Parce qu'elle entraîne une peur qu'on ne doit pas mépriser. C'est la peur de devenir étranger chez soi, qui est de plus en plus présente d'une manière ou de l'autre. Et cette peur, lorsqu'elle est méprisée, s'exacerbe. Et lorsqu'elle s'exacerbe, elle peut justement basculer dans des comportements politiques. Donc vous êtes pour une politique des affects, en fait. On devrait faire des politiques non, je dis qu'il faut qui répondent aux peurs. Non, je dis qu'il faut une politique qui tienne compte des inquiétudes populaires. Si on ne le fait pas, qu'on m'explique exactement quoi faire. Si on considère que l'inquiétude populaire est une donnée secondaire et même exagérée, et même inutile en démocratie, eh d'accord, qu'on me le dise. Ensuite, je pense que c'est une peur qui est fondée, encore une fois, faut-il le dire. Nos sociétés n'ont pas des capacités d'accueil infinies. Et quand j'entends un certain discours, M. Toubon le tenait, mais c'est pas le seul, qui nous dit que l'immigration massive est un phénomène constant, irréversible, qui va se poursuivre pendant les prochaines décennies, quand on sait quel est le sentiment des populations européennes par rapport à ça, je ne suis pas loin d'y voir une forme de provocation. C'est-à-dire, est-ce qu'on nous explique que si justement, après le sens de l'histoire de tantôt, c'est le mouvement naturel et inévitable des populations mondiales? Est-ce que les sociétés occidentales ont encore le droit de dire qui peut rentrer, qui ne peut pas rentrer chez elles? Est-ce qu'on doit d'ailleurs abolir toutes les distinctions juridiques nécessaires entre le réfugié d'un côté, l'immigrant économique de l'autre? Il y a toute une série de distinctions juridiques très fines qu'on peut faire. Est-ce qu'on doit tout abolir ça derrière la catégorie migration ou les migrants, comme on le dit aujourd'hui? Moi, j'ai tendance à croire que cette espèce de déni de réel qui consiste à expliquer au peuple qu'ils ont tort de s'inquiéter et le faire avec une espèce de désinvolture manifeste, je ne suis pas certain qu'on favorise ici ce qu'on pourrait appeler la concorde civique. Mais nous sommes la patrie des droits de l'homme. Oui, Est-ce que ça ne nous donne pas aussi quelques devoirs? Vous savez, vous parliez d'identité heureuse je ne de veux la surtout France. pas vous insulter, mais les droits de l'homme ne sont pas une exclusivité française. Les droits de l'homme, on les célèbre en Nouvelle-Zélande, on les célèbre en Australie, on les célèbre au Canada, on les célèbre en Belgique, on les célèbre en Norvège. Tous se réclament des droits de l'homme, et dire qu'on est la patrie des droits de l'homme... Et vous nous invitez à être en phase avec notre histoire. Mais ce que je dis, c'est que la France est la patrie des droits de l'homme, très bien. Elle n'est pas que cela, elle est aussi une patrie particulière, avec une langue, une culture, avec, je le redis, un imaginaire, avec une manière de fonctionner, une manière de vivre, des frontières. Et si on se contente de les réduire à patrie des droits de l'homme, expliquez-moi ce qui va distinguer la France, justement, de la Nouvelle-Zélande ou de tout autre pays qui réclame une telle étiquette. Alors prenons les choses au sérieux. La France est une nation particulière, singulière, tout comme l'Allemagne en est une, tout comme l'Espagne en est une, tout comme la Catalogne en est une. Alors dans cet état d'esprit, me semble-t-il qu'il faut respecter la capacité d'accueil d'une société. Et je note, cela dit, que plus on se sent impuissant devant le phénomène migratoire, plus on décrète justement qu'il n'y a rien à faire et que d'une certaine manière, ce qui est inévitable est bon. C'est la thèse de Pierre-André Taguieff qui disait qu'il appelait ça l'immigrationnisme. Il dit l'immigration massive est non seulement nécessaire, mais elle est plus encore, elle est bien et juste. Alors quoi qu'il en soit, pourquoi ne pas applaudir? Je pense qu'on doit prendre au sérieux cette inquiétude qui surgit partout en Europe, que soit en passant, surgit aussi en Amérique. Et si on ne prend pas au sérieux cette inquiétude, et si on ne voit pas la part de rationalité qu'elle exprime, eh bien, on se dirige vers des tensions civiles encore plus grandes. Antoine Mercier. Oui, parce qu'on retombe sur le thème contemporain central, à mon avis, qui est de savoir est-ce qu'on doit faire avec ce qui se passe et essayer de s'adapter, trouver des politiques qui conviennent à l'adaptation aux situations. Et sur ce plan-là, effectivement, les poussées migratoires font partie du réel. Vous dites déni de réalité. C'est au contraire reconnaissance de cette réalité forte qui est la pression. Le déni de réel, ça consiste à dire tout cela pourrait être bon si on changeait simplement notre regard sur la chose. Oui, et à partir du moment où on considère que c'est quelque chose qui est inévitable comme une pression démographique, on peut aussi considérer qu'on n'a pas à la considérer ni bonne ni mauvaise, mais à faire avec et à faire en sorte qu'elle n'apporte pas de mauvais résultats, mais plutôt de bons résultats. Je veux dire que ça, c'est la première vision. Et la deuxième vision, c'est de dire non, on a la possibilité de réagir à des choses qui ne nous conviennent pas, ce que vous défendez, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité d'agir sur l'histoire. On en revient à cette grande question. Aujourd'hui, nous sommes un peu à la croisée de ces chemins-là,
qui va nous prouver qu'il y a quelqu'un encore qui va pouvoir intervenir sur le cours des choses. Mais vous évoquez, sur tous les plans. Vous évoquez quelque chose d'essentiel, c'est la question de l'importance du politique. C'est-à-dire, est-ce que le politique n'est effectivement que technique d'adaptation inévitable? Si tel est le cas, eh bien, c'est une forme de petite révolution philosophique à l'intérieur du rapport au politique en Occident. C'est-à-dire, on a cru que le politique permettait aussi, à tout le moins en démocratie, d'orienter l'histoire, tout en sachant qu'on n'a pas de maîtrise absolue sur elle. C'est-à-dire, c'est une illusion de croire qu'on a une maîtrise absolue sur l'histoire. Mais la possibilité de changer la donne, et on constate, me semble-t-il, l'histoire, justement, des dernières décennies nous fait la preuve que le politique est capable d'orienter autrement le cours des choses. Devant la pression migratoire qu'on la connaît aujourd'hui, la première chose à faire, me semble-t-il, consiste à ne pas la naturaliser, à ne pas faire semblant que c'est tellement inévitable qu'on ne peut absolument rien faire, et plus encore, à persécuter moralement et médiatiquement ceux qui s'en inquiètent. Je m'inquiète, par exemple, beaucoup, quant à moi, de l'utilisation abusive du mot populisme dès qu'il y a une forme de malaise qui s'exprime par rapport soit à l'immigration massive, au multiculturalisme, à la construction européenne, à la mondialisation. On utilise le mot populisme non pas pour décrire une position que quelqu'un revendiquerait, mais à la manière d'une étiquette qu'on colle à quelqu'un pour dire attention chien méchant, attention individu dangereux. Je me méfie, quant à moi, de l'utilisation abusive de ces étiquettes qui servent en fait à disqualifier, qui décrivent moins qu'elles ne décrient. De ce point de vue, la question que vous posez est essentielle. Ramener la question du politique dans l'histoire en la dégageant justement de cette guerre d'étiquettes dans laquelle on est trop souvent plongé, c'est une manière de rappeler qu'est-ce que la démocratie. C'est-à-dire, est-ce que les peuples ont un minimum de souveraineté sur l'orientation qu'ils veulent donner à leur destin? Quant à moi, pour reprendre votre formule, dans la patrie du général de Gaulle, j'ai tendance à croire que le politique a cette fonction. Oui, mais vous êtes d'accord que la politique, avec un grand P, ne peut pas non plus se transformer en une forme de politique du bouc émissaire. Mais personne ne souhaite ça. Personne ne souhaite ça. Mais vous savez que mais quand vous entendez, par exemple, Matteo Salvini dire aujourd'hui aux migrants en Italie qu'ils peuvent faire leurs valises, que l'époque va changer, on sent bien qu'il y a une guerre des mots. Ça, assurément, il s'agit d'envoyer quelques marqueurs, quelques Cet signaux. homme ne se distingue pas par sa subtilité jusqu'à présent, pour le dire d'un euphémisme. Mais cela dit, ce qu'il faut voir, derrière le discours, derrière les formules qu'on peut parfaitement critiquer, il faut se demander pourquoi la question de l'immigration a pris une telle place en Italie. Est-ce que c'est simplement parce que certains agitateurs médiatiques à l'italienne exciteraient la peur des masses? Ou est-ce que c'est tout simplement parce que les Italiens disent qu'on est, le mot n'est peut-être pas le bon, mais la peur de la submersion? On peut ensuite dire qu'il y aurait d'autres termes qui seraient plus adéquats, j'ai tendance à le croire. Mais est-ce que cette peur peut être prise au sérieux en se demandant, a-t-elle un fondement rationnel? Et d'autrement dit, si on pousse les peuples à voter d'une manière ou de l'autre pour ceux qu'on appelle les populistes, eh bien, ne soyons pas surpris ensuite une fois qu'ils sont élus. Et j'ai tendance à croire de ce point de vue que les autorités politiques ont tout intérêt à prendre en charge ce sentiment de décomposition du commun qui traverse le monde européen, qui traverse aussi l'Amérique du Nord, sans quoi ils seront débordés et personne n'en sera heureux. Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté, d'être passé par nos studios.